bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, recrutement de 2000 docteurs PhD au Cameroun. Les enseignants recalés sont très en colère après la publication de la liste des recrues pour le compte des universités d'État. Ils dénoncent de graves tripatouillages dans le processus de sélection. Emmanuel Diop et Guizogo. Les promesses du professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, il y a quelques mois au sujet du recrutement des docteurs décidé par le président de la République en faveur des universités d'État, résonnent encore de toute leur force. Cela se fera dans la transparence absolue, dans l'équité et dans la compétitivité scientifique, académique et heuristique. Pourtant, à peine la liste des docteurs recrutés rendue publique que le ministère de l'Enseignement supérieur est envahi par les recalés avec des accusations de tripatouillage. Nous avons compris que ce pourquoi nous avions écrit au président de la République, à savoir le recrutement de tous les docteurs PhD sans emploi des 8 universités d'État et utilisés dans ces universités, n'avait pas fait l'objet de recrutement. Précisément, les recalés dénoncent des recrutements loin des règles fixées. À notre grande surprise, en lieu et place de ces docteurs, c'est des masters, c'est des fonctionnaires et même des étrangers. Loin de décolérer, les recalés campent devant le ministère de l'Enseignement supérieur et promettent d'y rester jusqu'à la résolution de ce problème. Nous avons le droit, nous pensons que nous avons le potentiel. Nous pensons que nous pouvons, comme tout jeune Camerounais, contribuer à la construction de ce beau pays que nous appelons le Cameroun et que nous aimons tous. C'est la raison pour laquelle nous serions en aucun cas prêts à pouvoir accepter être voués aux gémonies comme c'est le cas. Nous sommes là parce que nous voulons dire, Excellence Monsieur le Président de la République, cher papa, le recrutement que vous nous avez donné, on ne nous l'a pas donné. Nous sommes sans emploi et nous sommes là à l'enseignement supérieur. Alors qu'une marche de soutien des recrutés au ministère de l'Enseignement supérieur serait annoncée, les recalés soulignent leur détermination. Souvenez-vous que nous avions dit tous pour un pour tous, et que le contrat sera respecté à tous les camarades doctorants et étudiants. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est votre combat de demain. L'ambiance promet donc d'être électrique devant le ministère de l'Enseignement supérieur ces jours-ci. Bientôt la fin des travaux de construction de l'immeuble siège de la mairie de Yaoundé 6. Le taux d'exécution est d'environ 98%. Il ne reste plus que l'équipement du bâtiment en mobilier et la délocalisation du stade de football qui jouxte la mairie pour que tout soit prêt, tel que l'exécutif communal vient de le constater. Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Au loin, le nouveau siège de la mairie de Yaoundé 6 attire les regards. L'on est encore plus rassuré en parcourant l'édifice de fond en comble. Il est quasiment prêt à recevoir les services délocalisés à Etouguébé depuis que l'ancien siège avait été réduit en cendres par un grave incendie. Le taux de réalisation au niveau du bâtiment est de 98%. Donc c'est la dernière phase qui consiste à équiper les bureaux. C'est cette phase-là qui nous reste et l'entrepreneur est fin prêt. Il attend juste l'autorisation du directeur général du FECOM. Dès qu'on l'aura, il va apporter les meubles et tout sera parfait. Ce n'est donc plus qu'une histoire de quelques semaines pour voir enfin le personnel communal de Yaoundé 6 travailler dans un cadre propice au rendement attendu. La seule équation qui reste à résoudre est celle de la délocalisation de ce stade de football qui jouxte la sous-préfecture, la nouvelle mairie et le marché Acacia. Il y avait de la résistance, mais avec le nouveau sous-préfet qui est arrivé, il a eu à dialoguer et à convaincre les jeunes que ce soit la mairie qu'on est en train de construire, qui est quand même une mairie avant-gardiste et tout, que ce soit le stade qui était là, qu'on a juste délocalisé à quelques mètres, tout ça est important pour le développement de la commune de Yaoundé 6. Donc, ils ont compris et c'est pour ça que vous avez pu constater que les jardins sont déjà en train d'être finalisés. Le nouveau stade en construction, le voici.
Il est situé à moins de 5 minutes de l'ancien et les travaux évoluent à un rythme satisfaisant. Il reste la phase de finition, c'est-à-dire dès que les engins vont finir de passer les couches, il va falloir que le topographe vienne faire le tracé définitif et mettre les gradins et le stade sera prêt pour servir nos populations parce qu'il faut bien qu'ils aient un corps sain dans un esprit sain et nous mettons aussi la priorité sur ces infrastructures sportives-là. Avec un immeuble siège et un stade de football flambant neuf, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 a de quoi se vanter. Bon à savoir, 5 communes sur les 7 que compte le Funti ont déjà leur propre siège. Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Et l'exécutif municipal de la commune de Batiam dit adieu à la population, laissant derrière lui des chantiers inachevés, en l'occurrence celui d'adduction en eau potable à l'abandon depuis 3 ans. Du moins, le budget 2020 a été voté à près d'1 milliard de francs CFA pour la nouvelle équipe qui sera élue au soir du 9 février 2020. Plus de précisions avec Jean-Paul Jouniat et Raphaël Tigou. La population de Batiam dans les Bamboutos peine à boire de l'eau potable depuis des années. Nous avons nos réseaux qui ont été détruits par le projet antique. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu le déplacement des réseaux qui sont absolument en charge d'avoir des À l'exemple de l'eau potable, il y a aussi l'éclairage public, l'électrification des villages du groupement Batiam, le reprofilage des pistes rurales et le bitumage des routes principales. Autant de chantiers qui ont piétiné durant l'année 2019, hissant ainsi à 61% seulement le taux d'exécution physique du budget d'investissement public. On devrait commencer, nous sommes en arrêt d'engagement, et que nous sommes obligés de stopper. Parce qu'on est Parvenu en fin de mandature, le Conseil sortant à sa dernière session vote le budget 2020 de la commune de Batiam, équilibré en recettes et dépenses, à la somme de 998 741 000 francs CFA, connaissant ainsi une augmentation de 1 800 000 francs par rapport à l'exercice 2019. La décentralisation va nous permettre de faire beaucoup de choses, d'être plus présents dans tous les secteurs de notre communauté, d'avoir une initiative sur les perspectives de développement, en ce sens que tout ce qui permettait à notre commune devrait le mettre au devant. Dans l'attente du nouvel exécutif municipal, au sorti des élections du 9 février 2020, la commune de Batiam signe une convention sous l'égide des Nations Unies avec une ONG locale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette convention va permettre à notre commune d'aller au-devant du développement et donc de la lutte profonde contre la pauvreté dans les 17 secteurs des ODD définis par les Nations Unies. En se séparant des conseillers municipaux, l'exécutif de cette commune offre des tables bancs aux établissements scolaires délabrés et débordés par l'arrivée massive des élèves déplacés des 2 régions en crise, du nord-ouest et du sud-ouest, limitrophes à l'arrondissement de Batiam, à l'ouest Cameroun. Aujourd'hui, ces enfants vont bénéficier de meilleures conditions, de meilleures mobilités, et ceci, ça leur permettra effectivement de travailler, d'être à l'aise dans les études. C'est un temps important que nous apprécions à sa juste valeur. Du moins pour les municipales du 9 février prochain. Seule la liste du RDPC a été retenue dans cette localité. La bataille de positionnement en interne s'annonce déjà rude pour la conquête du fauteuil municipal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après la session de plein droit du Conseil électoral, les Camerounais s'attendaient à la publication des listes des candidatures retenues pour les élections législatives municipales telles que le prévoit le code électoral. À la surprise générale, ce sont les listes des politiques qui ont été rendues publiques par le président du Conseil électoral. Du coup, une alerte donnée par l'avocat Christian Timban Mbomo a mis en avant une violation des délais fixés par le code électoral pour la publication des listes des candidats retenus pour ce double scrutin.
Et les CAM retorquent qu'elle est encore dans les délais prescrits par la loi, une interprétation que ne partagent pas certains partis politiques de l'opposition inquiets pour cette non-publication des listes et des candidats retenus pour cette compétition électorale. Ils réagissent dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangao. Pour Maître Christian Timbani Mbomo, le conseil électoral des LICAM devait publier les listes des candidats retenus pour les municipales et les législatives du 9 février 2020 et non les statistiques des partis politiques. Cet avocat dont la réputation est connue affirme que le conseil électoral a ainsi violé l'article 187 du code électoral. Depuis, cette sortie enflamme les débats. Rendu à la délégation régionale des LICAM dans le littoral pour savoir ce qu'on dans des lieux, Emmanuel Kouadika affirme que c'est un faux débat. L'élection des députés et des conseillers municipaux est une élection à liste. Ici, les candidatures ne sont pas individuelles. Et donc, ne s'affrontent pas des individus, mais des listes. À partir de là, comment peut-on concevoir que lorsqu'on publie les listes des candidats, qu'on se retrouve à publier les noms des individus? C'est pour cela que quand le président du conseil électoral publie, il vous dit à Douala premier s'affronteront la liste telle contre la liste telle. Ce n'est pas les individus tels contre les individus tels. C'est un faux débat qui est ouvert. Militant du SDF, Carlos Ngoualem, affirme que la polémique existera toujours tant que les partis politiques ne seront pas associés à la validation des candidatures. Aujourd'hui, nous n'avons pas la garantie de l'équité de l'ECAM, tout simplement parce que les partis politiques et la société civile ne participent pas à la validation de toutes ces candidatures. Par exemple, personne n'est en mesure de savoir quelle est la qualité des listes qui ont été déposées à l'ECAM, qui ont été validées. En tout cas, donc c'est l'ECAM seul qui sait ce qui s'est passé. Au RDPC, Charles Élison soutient qu'au lieu de faire des procès à l'ECAM, les partis politiques gagneraient à éduquer leurs militants. C'est à nous d'éduquer nos partis politiques, nos militants, et c'est à nous de savoir que non, à un moment donné, il faut qu'on ait soit la casquette de l'avocat, soit la casquette du militant d'un parti. Même techniquement, c'était impossible de lire 360 listes fois le nombre de partis retenus par ces concessions. Cependant, d'un camp comme de l'autre, après la publication des listes par le conseil électoral, l'heure est désormais à la mobilisation jusqu'au jour du scrutin. C'est lorsque la liste est publiée officiellement par l'ECAM que vous êtes officiellement candidat, donc je suis officiellement candidat. Maintenant que cette étape est passée, il faut maintenant travailler sur le projet communal. En tant que militant d'un parti républicain, nous sommes, disons, heureux de cette issue de la lecture hier par l'ECAM, instance organisatrice de ces élections, de la liste des différents partis qui seront en compétition pour le double scrutin qui arrive, et nous restons sereins. Il ne reste donc plus qu'à attendre la publication du communiqué de presse sous la forme d'une résolution pour ouvrir le contentieux préélectoral. Il faut noter que selon ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article 189 du Code électoral, les contestations ou réclamations sont faites sur simple requête dans un délai maximum de 5 jours suivant la publication de la liste des candidats. La mise à l'écart de toutes les listes de l'UPC est une douche froide. L'Union des populations du Cameroun dénonce une situation d'illégalité entretenue en son sein et assure qu'elle compte se pourvoir devant le Conseil constitutionnel. Et le parti de Paul-Éric Ngué qui vient d'émettre de sérieuses réserves sur l'approbation de la liste RDPC pour les élections municipales dans la commune de Dibombari. Selon le MPCN, cette liste a été complétée 6 jours après la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Dans une correspondance adressée au Conseil électoral, le MPCN déplore le fait que le Conseil électoral n'ait publié aucune liste des candidats retenus pour ce scrutin, ces élections législatives et municipales, conformément à l'article 187 du Code électoral. Le président national du MPCN, Paul-Éric Ngué, menace d'ouvrir un contentieux pour l'annulation de ce scrutin prévu le 9 février 2020. Je vous le disais en titre, le port autonome de Douala envisage la création d'une régie déléguée pour la gestion du terminal à conteneurs, ceci à 3 semaines de la fin du contrat de concession avec Douala International Terminal, filiale du groupe Bolloré. Cette décision du port autonome de Douala est saluée par certains économistes qui notent une prise
de conscience de la part des autorités camerounaises de renationaliser la gestion du port. Cependant, ils émettent des réserves sur les risques de clientélisme et de corruption dans la gestion d'un tel terminal. Une analyse évoquée dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. La décision du port autonome de Douala de nationaliser la gestion du terminal à conteneurs nourrit des inquiétudes au sein des acteurs de cette plateforme portuaire et l'opinion nationale. Les économistes parlent de paris risqués dans la mise en place d'une régie qui pourrait devenir à long terme un nid de clientélisme, de favoritisme, de corruption et de détournement de fonds publics. Autant de dérives à même de compromettre l'efficacité et la compétitivité reconnues au port autonome de Douala. Nous souhaitons que les personnes qui vont être chargées, n'est-ce pas, de gérer cet outil-là désormais fassent preuve de beaucoup de rigueur, beaucoup, n'est-ce pas, de transparence. Au-delà d'un avenir qui pourrait paraître incertain si les exigences de gouvernance et de transparence ne sont pas respectées, les nationalistes saluent à deux mains cette décision osée du top management du port autonome de Douala pour deux raisons. La première étant sécuritaire. La sous-région est pulvérisée par des armes dont nous ne connaissons pas toujours la provenance, et donc confier la gestion du port à des mains sur lesquelles on n'a pas toujours le contrôle, ça peut s'avérer un peu pernicieux à quelques égards. Donc au moins sur ce plan stratégiquement, c'est salutaire. La deuxième raison est économique. Au regard des recettes que le port autonome de Douala génère à l'État du Cameroun. Si jamais le port est soumis à une gestion rigoureuse et transparente, je vous avoue que c'est un véritable levier de développement sur lequel le Cameroun peut s'appuyer pour résoudre sur le plan structurel un bon nombre de ses problèmes économiques. Quant à l'avenir du personnel de DIT, l'administration portuaire rassure que tous les employés de DIT seront reversés à la nouvelle régie. L'a annoncé sur les antennes d'Equinox Radio, Onanando, cadre au port autonome de Douala. La seule chose que le personnel doit savoir, c'est que contractant désormais avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle entreprise, ils vont reprendre à ancienneté zéro. Leur ancienneté qui existait déjà dans leur bulletin de paye, on la reporte dans une autre rubrique salariale pour que leurs revenus ne bougent pas, et basta, ils continuent. Et sur cette reprise du terminal à conteneurs qui fait couler beaucoup d'encre, l'opinion souhaite voir les autorités camerounaises renationaliser tous les secteurs stratégiques et névralgiques de notre économie, à savoir l'eau, l'électricité, le chemin de fer et bien d'autres. La gestion du terminal à conteneurs au port autonome de Douala a donc été repris des mains du consortium APM Bolloré. Les gestionnaires de la nouvelle régie seront donc jugés au pied du mur. Début du challenge, ce 1er janvier. L'âge de la majorité à apprendre à lire et écrire, c'est possible. L'association Nid d'Espoir redonne à de nombreuses femmes l'espoir d'apprendre à lire et à écrire. Et nous nous rendrons à Adélaïde, la ville sud-africaine où il n'a pas plu depuis 5 ans. Cette région n'est pas la seule touchée. L'Afrique australe tout entière connaît sa pire sécheresse depuis 35 ans selon l'ONU. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Elles sont adultes, elles ne savaient ni lire ni écrire, ce n'est pourtant pas l'envie qui leur manquait. Elles n'avaient pas eu l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, cette opportunité leur est offerte par l'association Nid d'Espoir qui promeut l'alphabétisation des adultes par un concours dénommé les Reines de l'alphabétisation. Ce concours est à sa 2e édition. Il s'est déroulé dans la commune de Cocody. Rosemonde Kini, Doigt de Laser. Elles sont 13 femmes malentendantes qui ont été récompensées lors du concours Reines de l'alphabétisation. Un concours visant à sensibiliser les décideurs sur le problème de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Il est initié par l'association Nid d'Espoir. Les Reines de l'alphabétisation, c'est un concours qui a sa 2e édition. Et ce concours est fait dans le but d'aider les femmes à sortir de l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est l'analphabétisme. Une femme, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Quelle éducation tu peux donner à ton enfant? Donc voilà le but même du concours, c'est d'encourager, de motiver ces femmes-là à s'alphabétiser. Ces candidates, au nombre de 30, ont été évaluées sur plusieurs épreuves, dont la lecture, l'orthographe et la dictée. La spécificité pour ce concours, c'est qu'il prend en compte les malentendants, parce qu'on parle de l'école de l'éducation inclusive. Personne ne doit rester en marge de l'éducation. Les lauréates de cette 2e édition ont exprimé leur joie et elles ont invité les femmes à participer au concours d'alphabétisation afin de savoir lire et écrire. On est au même type de niveau, donc je leur demande de venir apprendre à lire et à écrire.
Le concours Reine d'alphabétisation a vu la participation de plusieurs femmes du district d'Abidjan, de Dabou et de Sikensi. L'association Nid d'Espoir offre des services de formation, de conseils pédagogiques et d'appui au développement. Le Père Noël est arrivé avant l'heure à l'école des sourds-muets de la commune de Yopougon pour le plus grand bonheur des tout-petits de cet établissement. Une surprise a rendu possible grâce à la jeune chambre internationale Abidjan Elite. Doigt de Laser partage avec nous le bonheur de ses enfants. Quand le véhicule du Père Noël franchit le portail, c'est la joie dans le cœur des enfants. Nous sommes à l'École nationale des sourds-muets de Yopougon. Les tout-petits de cet établissement bénéficient de nombreux cadeaux offerts par la jeune chambre internationale Abidjan Elite pour les fêtes de fin d'année. Nous avons dénommé ce projet Entendre Noël pour montrer au monde entier et aux Ivoiriens en particulier que ce n'est plus un sujet tabou d'être malentendant. Autant les enfants le sont, autant ils sont normaux, ils sont comme tous les autres enfants ordinaires. Et en faisant ce projet dans cette école, nous voulons aussi apporter de la joie à ces tout petits. On leur offre des cadeaux, en partageant un repas avec eux pour qu'ils sentent la période de Noël parce que c'est une période festive. En plus du don composé de jouets pour enfants, des lits superposés ont été également offerts à l'établissement pour augmenter la capacité d'accueil du dortoir. Un appui considérable qui vient à point nommé selon le directeur de l'école. Les enfants, par ma voix, voulaient leur témoigner leur gratitude et leur dire merci pour des actions de portée sociale à l'endroit de ces enfants-là, pour leur favoriser non seulement leur intégration, mais surtout leur inclusion dans cette société qui ne laisse pas place à une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, nous partons vers l'inclusion. Et donc, chacun à son niveau doit pouvoir être pris en compte, n'est-ce pas, dans les perspectives. Valeur du don, 3 millions de francs CFA, une action sociale qui s'inscrit dans le cahier des charges de la jeune chambre internationale Abidjan Elite, qui annonce également de nombreuses actions humanitaires dans plusieurs villes de l'intérieur du pays pour la mandature de 2020. Mise en service des postes de péage de Moapé de Thomasette sur la route de l'Est. Les tarifs sont compris entre 500 francs CFA et 3500 francs CFA selon les types de véhicules. Cela avait été entériné et approuvé par le gouvernement lors d'un atelier en juillet dernier sur la base des tarifs consensuels arrêtés par les parties prenantes, ce qui répond au principe de mobiliser des ressources financières à travers les péages routiers susceptibles à long terme de garantir l'autonomisation du financement de l'entretien des infrastructures routières. Le Conseil régional du Folon veut trouver des ébauches de solutions à l'orpaillage clandestin et la transhumance de phénomènes qui menacent la cohésion sociale dans cette partie du pays. La sensibilisation des populations préconisée lors de la 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon pour les indiqués. Soro Corona. L'orpaillage clandestin, un phénomène dégradant l'environnement et les sols cultivables, se pratique avec acuité dans la région du Folon. La transhumance est à l'origine de nombreux conflits entre les éleveurs et les agriculteurs de cette région. Deux sujets abordés au cours de la 3e session ordinaire du Conseil régional du Folon. C'est un fléau qu'il faut combattre avec la plus grande énergie, mais en même temps sensibiliser les propriétaires terriens qui aujourd'hui vendent les terres sans se soucier des conséquences demain pour les générations à venir. Des échanges qui ont permis aux conseillers régionaux et aux populations de proposer des ébauches de solutions. Le président du Conseil régional du Folon a exhorté les propriétaires terriens à plus de vigilance. Pour Cissé Sendou, l'orpaillage clandestin et la transhumance mettent en péril la survie de l'agriculture et affectent la cohésion sociale. Au niveau de la transhumance, qui n'est pas maîtrisée jusqu'à présent, nous avons vraiment des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Et aussi, nous avons aussi la problématique de la circulation des biens et des personnes. Nous devons vraiment protéger les plantations vraiment de nos parents, parce que nous sommes quand même une région agricole. Nous avons la destruction vraiment de la faune et de la flore de notre région. Et aujourd'hui, le phénomène chez nous est alarmant. Nous allons nous organiser vraiment autour soit d'une réunion extraordinaire ou d'un conseil extraordinaire pour proposer des solutions. Nous
nous allons sensibiliser les populations pour que nous puissions vraiment juguler attention à ce phénomène. Au cours de cette troisième session ordinaire du Conseil régional du Folon, il a été procédé à la pose de la première pierre de la caserne des sapeurs-pompiers civils. L'assainissement du cadre de vie demeure au cœur des préoccupations, ce qui participe de la protection de la santé des populations. Deux organisations de la commune de Port-Boué ont décidé de conjuguer leurs forces pour assainir leur environnement. Des balais, des perles et des râteaux. Les volontaires de l'Union des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et l'Union des jeunes de la commune de Port-Boué donnent le ton à l'activité du grand ménage à Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Caniveaux et rues sont pris d'assaut pour le curage et le nettoyage. Objectif, rendre propre leur environnement. Ce n'est pas l'État qui va venir balayer devant nos portes. Donc l'Union des femmes entrepreneurs a décidé d'organiser cette activité afin de sensibiliser la population à adhérer à rendre l'environnement propre et sain. Parce que dans la saleté, on ne peut rien faire. On risque de tomber malade et puis tout en dépenser. L'insalubrité est l'une des causes essentielles des maladies au sein de la société. Pour Yapo Brou, représentant le ministre de la Salubrité, les populations de Port-Boué doivent s'impliquer dans l'assainissement de leur commune. L'Union des femmes nous a dit que lorsqu'un environnement est sain, évidemment, il y a la santé qui suit. Et c'est un des objectifs du ministère de l'Environnement, faire en sorte que nous vivons dans un environnement sain. Dans un environnement sain, dénué de toute pollution, nous vous encourageons toutes, mesdames de l'Union des femmes entrepreneurs, de persévérer dans cette action. Et à travers vous, encourager toute la population de Gonzague, on ne pas dire la population de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui en ce qui nous concerne la population de Gonzagueville, vous encourager à vous approprier la lutte pour un environnement sain. Une centaine de femmes et de jeunes de Gonzagueville ont participé à cette opération Grand Ménage initiée par l'État de Côte d'Ivoire en vue de permettre à la population de vivre dans un environnement sain.